Villemur. Maître Insoliteur est avec nous. Tu me le dis si t'aimes pas ce surnom-là, hein, parce non, qu'on est au début de la saison. Moi, j'aime ça. Je veux voir ce que Karima a en banque pour m'en trouver un autre, par exemple. Oui, okay. On va les mettre les deux en confrontation, puis ensuite, on va décider lequel on garde. C'est comme ça qu'on sort les meilleures idées. Le surpreneur. Le surpreneur, là, c'est bon. On invente des néologismes. Ça y est. OK, là, je vous fais un suivi pour commencer aujourd'hui de la saga de parentalité qui retient le plus d'attention, là, sincèrement, là, non seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Ça commence par un couple de la Floride. Dans ce temps-là, tu sais que ça va être une bonne nouvelle insolite. C'est ce couple de la Floride. Je vais vous montrer l'image parce que ça a fait le tour du monde. C'est Tiffany Score et Stephen Mills qui ont tenté de faire de la fécondation in vitro pendant longtemps. Se sont rendus dans un centre de fertilité à Orlando. Et l'enfant, quand il est né, la petite fille ici qui est désormais surnommée Shay, ben, la petite fille Shay, c'est parce qu'elle n'est pas de la même couleur que les parents. Évidemment, ça pose toutes sortes de questions. Les parents ont fait des tests de parentalité. Puis on comprend que les origines ethniques du bébé Shay sont à 100% sud-asiatiques. Évidemment, la peau beaucoup plus foncée. Les parents, les deux, sont blancs. Ce qui fait en sorte qu'il y a toutes sortes de questions. Là, au départ, tu parles d'infidélité. Est-ce que c'est ça? Non. Finalement, c'est bel et bien qu'on a mis... C'est une petite conversation de couple, mais finalement, c'est pas du tout. Là. C'est en lien avec... Oui. La scène à l'hôpital. Oui, qu'est-ce qui se passe? Puis, en même temps, toutes les erreurs possibles à ce centre de fertilité. Exactement. On s'est rendu compte que c'est pas leur bon embryon. Leur embryon à eux, il est quelque part dans la clinique de fertilité donné à d'autres mondes. Fait que c'est pas de l'infidélité, c'est sûr. Non, c'est à 100%. Ils ont maintenant, parce que cette saga-là dure quand même là, depuis le début de l'année, il n'y a jamais été question pour les deux parents là, d'abandonner le bébé. Ils disent on a une connexion émotionnelle extrêmement forte avec. C'est juste qu'on aimerait comprendre, c'est l'embryon à qui il y a des parents qui doivent se poser la question. On les a retrouvés. Ils ont souhaité rester anonymes, mais il y a effectivement un autre couple qui consultait dans cette clinique-là qui se sont rendus compte que c'est comme un peu biologiquement leur enfant, mais que, ils ont décidé, là, après un espèce de processus judiciaire réglé à l'amiable, ils ont décidé que les parents, ici, vont pouvoir garder le petit bébé Shay. C'est eux qui en ont la garde légale à 100%, mais ils désirent quand même être impliqués, puis rencontrer l'enfant, puis répondre aux questions que cette petite fille-là va pouvoir avoir plus tard. Ce qui fait en sorte que c'est un dénouement heureux dans une histoire qui aurait pu être juridiquement extrêmement complexe. Vous comprenez? Il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas vraiment de précédent de ces causes-là. Il y a quelques couples à qui c'est arrivé dans l'histoire. Oui. Puis après ça, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas réglé en cours, il y en a qu'on n'a jamais su c'était qui les parents, etc. Là, ça s'est bien réglé. Tant mieux. Il y a un autre dossier en cours, par exemple. La poursuite contre le centre de fertilité d'Orlando qui, je vous le dis tout de suite, a déjà déclaré faillite, a déjà fermé ses portes. Il y en a un autre qui l'a remplacé. Bref, où ça va s'en aller, cette bataille judiciaire-là? À voir, mais au moins le bébé Shay va être entouré de 4 parents. Ça a de l'air qui vont lui déclarer son nom. Il va avoir des droits de visite. Ils vont garder contact, avec les parents, je veux dire, biologiques. Ouais. Mais c'est vrai quand même que ça pose des vraies questions parce que si tu fais des traitements de fertilité et que ça te prend des mois et des mois, c'est très compliqué. Tu veux quand même t'assurer que le centre, il sait un peu de quoi, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, là, puis est-ce qu'il fait tout dans les règles de l'art? Ça peut être inquiétant pour d'autres choses, en fait. Ça soulève toutes sortes de questions, effectivement. Aux États-Unis, particulièrement, il y a toutes sortes d'études qui démontrent que leur capacité à faire dans les cliniques de fertilité en général, c'est dans les moins bien réglementés de tous les pays développés, dans le fond, aux États-Unis. Donc, on se rend compte qu'il peut y avoir des erreurs comme celle-là qui peuvent se multiplier. Je reste du côté des États-Unis parce qu'il y a des segments qui vont revenir. Vous allez voir, là, hier, je vous parlais des nouvelles avec des animaux. Ça va revenir cet été. Il y a également les enchères qui vont revenir parce que j'adore voir quel genre d'objets on peut mettre aux enchères. Et là, c'est des objets avec des gros prix parce qu'on est en train de vendre une partie des collections des grands studios d'Hollywood. Oh. Et oui, pour la toute première fois, on va être capable, je vais vous en montrer le gros item qui pourrait aller chercher dans les 7 chiffres jusqu'au million. C'est le sabre laser de Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque, attaché après la fameuse main en prothèse qui est coupée par Darth Vader dans la scène fameuse où il dit « Luke, je suis ton père ». Et donc, il y a des gens qui vont pouvoir acheter, on dit que ça pourrait atteindre donc, le million, cet objet-là, aux enchères. Toutes sortes de choses, puis ça se termine aujourd'hui. Il y a entre autres des bottes portées par Sylvester Stallone dans Rocky 3, 100 000 $, le début des enchères. Ben, l'espèce de fer laser, moi je paye 50$ pour cette affaire. Tu payes 50$ pour ça. Bon, je sais pas si tu es un fan du Magicien d'Oz, sinon. Encore moins. Il y a un chapeau qui a été porté par la méchante sorcière de l'Ouest. 100 000 $ minimum pour obtenir ça aux enchères aujourd'hui. Et il y a également, je vous montre aussi cette image-là, moi j'ai trouvé ça bien curieux, c'est
une note écrite à l'endos d'une carte de Saint-Valentin signée avec les paroles écrites à la main de If I Fell de John Lennon et des Beatles, qui a été noté derrière tout ça. Ça commence à 500 000 $ les enchères pour obtenir cette note-là écrite donc de la main de John Lennon. Bref, ça m'a bien fait sourire de voir là, tout ce qu'il y a là-dedans. Et mon favori, ils n'ont pas dit à quel prix ça allait partir, mais je vous avoue que celui-là, c'est un des seuls que je serais allé chercher. Un chandail porté par Paul Newman dans Slapshot, un chandail original de leur jersey. Bon, je sais qu'ils parlaient pas vraiment en québécois brisé durant ce tournage-là, mais bon, ça m'aurait fait chaud au cœur de l'obtenir. Le chandail, sens-tu encore un petit peu swing? Je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est une prime, tu sais. Ouais, mais peut-être. Hein, jamais lavé chandail de Paul Newman. Bon, je vous amène dans les enquêtes policières cette fois-ci, puis je vous transporte au Vietnam. Là, on change complètement de continent, puis ça, c'est une bonne nouvelle, mais dans un contexte un peu moins drôle. C'est la police de Ho Chi Minh City au Vietnam qui ont annoncé là, l'un de leurs plus gros coups de filet de l'histoire dans le milieu du trafic de viande de chat. Et oui, c'est assez affreux parce que on a le droit c'est légal, la viande de chat et de chien là, au Vietnam. Il y a plusieurs groupes activistes depuis des années là, qui poussent pour interdire tout ça parce que, entre autres, juste à côté en Corée du Sud, depuis 2024, on a interdit là, donc la viande de chat. Mais là, c'est parce que c'est pas un centre qui a un permis légal, parce que ceux qui le font, habituellement, doivent avoir toutes sortes de réglementations extrêmement strictes. Non, là, on parle de 9 individus qui avaient au-dessus de 450 chats dans des cages qui étaient détenus dans un centre dans des conditions affreuses, mais surtout, c'est que c'est des chats qui volaient dans les rues. Ni plus ni moins, là, c'est des chats qui appartiennent à des familles. Mais atroce. Ouais. Ton animal de compagnie, tu sais, que tu perds comme ça, tu ne sais pas, qui disparaît, qui se retrouve finalement dans un endroit en cage pour se terminer, comme on dit, en steak, c'est affreux. Donc, mais ils ont démantelé tout ça. Non, mais je suis désolée, mais c'est... Quelle horreur! Là, je sais, hein, c'est vraiment le cauchemar d'à peu près n'importe quel propriétaire. On aime les animaux, là. Donc, Puis là, il y a eu des longues files de propriétaires qui ont perdu leur chat, qui sont venus, là, justement, au centre policier pour récupérer. On dit qu'il y a une 50aine d'entre eux qui ont réussi à récupérer leur animal de compagnie à eux. Tu sais, quelle belle histoire dans leur cas. Il y en a d'autres, bien évidemment, qui ont été assez déçus de ne pas le trouver. Dans tous les cas, énormément de chats et de chatons même, parce qu'il y en a qui ont accouché en captivité, qui sont à donner dans ce coin-là d'Ho Chi Minh City. C'est un gros effort, gros coup de filet, mais ça démontre quand même que ça existe, ce genre de milieu-là criminel. Ça me dégoûte. Oui, mais ça existe aussi quand on pense à des chenilles là, qui avaient été démantelées, puis des animaux. On a vu ça au Québec. On a vu, c'est pas nécessairement pour faire de la viande et tout ça. Les usines à chiots, comme on les appelle. Les usines à chiots, comme ça, les usines avec tous ces petits animaux entassés, avec des maladies qui sont dans des conditions innommables. On a vu ça, fort heureusement. C'est quelque chose qui est quand même sévèrement réprimandé, tout ça. Vous ne mangeriez pas ça, du chat, vous? Au Vietnam, faites voyager. Non. Assurément, je te comme chez les Romains. Non, je trouverais ça trop difficile. Puis je pense que tu as d'autres options. Tu as d'autres options avant d'en arriver là. Là, on parle d'un animal domestique. Non. Je pense que... Il y a plein d'animaux que j'ai goûté bizarres. J'ai déjà mangé du crocodile, du requin, plein d'affaires, mais on dirait un animal de compagnie. Je sais que c'est du spécisme, et on me le dirait, de faire ça, mais... je serais pas capable, je m'excuse. Là, j'aime trop mes petits minous, mes petits pitous là, à la maison pour faire ça. Moi, je suis un peu perplexe moi, je pose des questions. Moi, je réponds pas à cette question-là. Rémi n'a pas complètement répondu. Puis il y a comme le petit sourire en coin en disant, est-ce que j'y goûterais? Bon, c'est une bonne question. Et puis, on finit sur une bonne nouvelle animale dans ce cas-ci. Puis, c'est une nouvelle de la Coupe du Monde qu'on continue de suivre là, assidûment. Je vous montre celui qui est devenu la mascotte non officielle en ce moment de l'équipe mexicaine. Il s'agit de Merlin. Merlin est un canard, de 2 ans qui accompagne sa propriétaire qui est une vendeuse de bouteilles d'eau, de boissons gazeuses également pendant la Coupe du Monde. Mais partout dans Mexico City, on peut voir ce canard-là qui a un petit chandail de l'équipe de foot mexicaine. Et là, ça explose sur les réseaux sociaux parce que non seulement le canard est comme super drôle, il suit sa propriétaire partout, il l'aide avec les petites bouteilles d'eau, il se laisse flatter, il se laisse prendre par les gens qui veulent venir voir Merlin et ça a tellement eu d'attraction en ligne qu'il y a des gens qui se sont mis à signer des pétitions puis à faire circuler des demandes pour que ça devienne la mascotte officielle de l'équipe mexicaine. Il dit quoi de mieux pour nous représenter et représenter notre esprit sportif que ce canard. Bref, à suivre si Merlin va devenir officiellement là, en fonction, mais d'ici là, c'est la mascotte non officielle. Ah ben d'ici là, c'est la star. Oui, finalement, il a volé le show. Il a volé le show, littéralement. Reste à voir s'il est capable de jouer au soccer. Ça, c'est une question que je me pose. Merci, Alexandre. Un plaisir.